depuis le début, que ce soit la dernière, parce qu'après tout, à chaque fois que les militaires font irruption pour prendre le pouvoir, ça crée des défis au pays. Pendant un bon moment, le pays n'a pas une coopération saine avec le reste du monde. Et donc, ça entame un peu la confiance des investisseurs. Et puis, on devient de moins en moins infréquentable. Alors, nous pouvons cette fois-ci travailler à mettre ça définitivement derrière nous. En tout cas, c'est le pari que nous, à la CPR, nous, au Bloc libéral, nous avons fait. C'est pourquoi vous nous écoutez depuis l'arrivée de la junte. Nous sommes en train de nous impliquer, comme nous l'avions promis, dès les premières heures, parce que la réussite de cette période transitoire, nous pensons que ça sera la réussite de la Guinée. Voilà, merci beaucoup, Dr. Faya Milmono. Donc, le premier segment, nous allons démarrer avec votre formation politique, le libéral, qui existe depuis bientôt 8 ans, 9 ans, c'est bien ça, Dr. Faya Milmono? 8 ans, 9 ans, c'est bien ça? Bientôt 10 ans, et nous allons fêter les 10 ans, voilà, bientôt. Voilà, bientôt 10 ans. Dès mon retour en Guinée. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Alors, la première question, docteur Faya Milmono, je vais vous poser la question, comment le Bloc libéral se porte au-delà des traditionnels, le Bloc libéral se porte très bien. On sait que votre parti a connu une saignée ou bien une grande saignée, tout dépend de l'endroit où on se place. Il y a pratiquement 2 ans. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui donc, du Bloc libéral? Est-ce que le Bloc libéral réellement va très bien, docteur Faya? Ben, Jacques, le Bloc libéral se porte très bien. Le Bloc libéral est davantage présent à l'intérieur du pays, présent dans la grande région de Conakry. C'est vrai, tous les partis passent par là. Il y a des moments où il y a des entrées, il y a les moments où il y a des départs. Aujourd'hui, nous enregistrons heureusement plus d'entrées au Bloc libéral que de départs. Et je crois que c'est ce que tous les partis politiques de partout à travers le monde souhaitent. Depuis, en fait, 2021, c'était en juillet, Jacques, nous nous sommes retrouvés en retraite pour faire le bilan des 8 ans d'existence du parti pour que on puisse mieux se projeter dans l'avenir. Ça, c'était avant même l'arrivée au pouvoir du CNRD. On a donc réussi à mettre en place un plan stratégique qui comprend 3 éléments essentiels. Le premier, renforcer les structures du parti, créer de nouvelles là où elles n'existaient pas et construire des réseaux autour du parti pour préparer notre victoire. Ça, c'est le premier objectif stratégique qu'on s'est assigné. Le deuxième, bien entendu, c'est de voir dans quelle mesure le parti peut mobiliser des moyens matériels et financiers à la hauteur de ses ambitions. Nous avons créé toutes sortes de comptes pour la préparation des élections, etc., etc. Et le troisième objectif, sachant qu'au moment où nous étions en train de faire cette réflexion, Alpha Condé venait de confisquer le pouvoir pour encore 6 ans, on s'est demandé qu'est-ce que nous allons faire pendant les 3 prochaines années, parce que les élections locales ne pouvaient venir qu'en 2023. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire durant toutes ces années? Les élections législatives étaient attendues en 2025 et la présidentielle en 2026. Alors donc, nous avons mis sur pied un plan qui devait encourager un certain nombre d'initiatives dès
militants et des sympathisants du parti. Ça, c'était les 3 objectifs stratégiques qu'on s'était assignés. À peine quelques semaines après, le CNRD est arrivé. Alors, ça nous a pris 3 mois de préparation pour commencer la mise en œuvre de ce plan. 2022, donc, a été une occasion pour moi de découvrir davantage la Guinée. Parce que pendant 1 mois et demi, j'ai été dans les préfectures et sous-préfectures de la Haute-Guinée. Aujourd'hui, je peux dire que le parti a une présence en Haute-Guinée. À mon retour à Conakry, j'ai entrepris de faire des va-et-vient entre Kindia et Conakry, 2-3 jours, entre Fourekaria, Conakry, Koya, Dubreka, Fria, Bofa, Boké. Ça m'a pris quasiment 1 autre mois et demi. Et après, j'ai pris la route de Gawal, puis Koundara, et c'est de Koundara que je suis rentré à l'Abbé en passant par Tchangalbori, Lafou, Koulamandi, etc., etc. Je peux vous dire que la carte de la Guinée, je ne dis pas qu'elle est complète dans ma tête aujourd'hui, mais je peux vous décrire avec détail, n'est-ce pas, les routes de mon pays, entre les sous-préfectures et entre certains districts. J'étais allé même dans la sous-préfecture d'un de mes vice-présidents, M. Adama Diallo, c'est à Dongel Sigon, ça c'est dans Mali, une distance d'à peine 40 km, ça nous a pris toute une journée. Donc, après 1 mois et demi, donc, dans les montagnes du Fouta, nous sommes revenus à Conakry pour quelques semaines de repos. Et après, nous avons entrepris le voyage de Farana jusqu'à Beila, en passant par Kisidougou, Kekedou, Macenta, Zerokore, Yomo et Lola. Il y a beaucoup de sous-préfectures que nous n'avons pu faire qu'à moto. Beaucoup de sous-préfectures, parce qu'on a entrepris la campagne de la région forestière. Il pleuvait encore. Les sous-préfectures comme Balaya, Bambaya, Kobikoro, c'est à moto. Les sous-préfectures comme Fangamandou, ça c'est Chemebo, Windekenema, Chomois, c'est à moto. Les sous-préfectures comme Panziazou, Watanka, Dinikala, Damasenta, c'est à moto. C'est pour vous dire le défi qu'on avait à relever. Et sur les 372 communes urbaines et rurales que compte aujourd'hui notre pays, il nous reste une 50aine de sous-préfectures où je n'ai pas encore mis pied. Pas parce qu'il n'y a pas une structure du bloc libéral en gestation, mais il n'y a pas aujourd'hui, n'est-ce pas, à part les 50 que je compte faire au courant de l'année 2023, il n'y a pas de sous-préfecture où je ne suis pas passé. Ça nous a permis de connaître davantage le pays, de réaliser le défi, les problèmes auxquels les populations sont confrontées, d'être à l'écoute de ces populations-là. Et donc, au retour à Conakry, nous avons senti, avec les contacts que nous continuons, le suivi que nous continuons, n'est-ce pas, de faire, nous pouvons dire que le bloc libéral, petit à petit, est en train de se préparer à prendre, n'est-ce pas, des pas de géant à l'occasion des prochaines élections présidentielles, législatives et locales. À Conakry, eh bien, on peut imaginer tout, on peut se permettre tout, mais c'est le terrain qui commande en politique. Et ce terrain-là, je peux vous dire que le BL est en train de le préparer
nuit et jour. La seule chose qui compte pour nous, c'est comment réussir à négocier les 3 tournants, les communales, les législatives et la présidentielle. Donc le BL se porte très bien et il continue donc sa marche. Ça marche alors. Est-ce qu'aujourd'hui, docteur Fayamine Mono, après avoir passé plus de 3 ou 4 mois à l'intérieur du pays, est-ce que vous commencez déjà à voir des retombées, docteur Fayad? Bien entendu, ce n'est pas 4 mois. Je peux dire les jours que j'ai passés à l'intérieur du pays pendant cette année 2022, je peux dire que c'est proche de 7 mois. D'accord. Proche de 7 mois. Les retombées, nous commençons à le sentir. Nous voyons de plus en plus de gens qui viennent au parti, qui étaient dans d'autres partis politiques. C'est vrai que le BL a habitué le peuple de Guinée à la surprise. Je crois qu'en 2015, quand nous nous sommes présentés pour la première fois candidats pour la présidentielle, beaucoup ne nous attendaient pas. Et comme nous étions arrivés, beaucoup pensaient que nous prendrions la queue. Et le résultat qu'on a obtenu a fait parler de nous plus que celui qui avait été l'élu en 2015. Et donc, nous sommes en train aujourd'hui de préparer la même chose. Cette fois-ci avec beaucoup plus de stratégie et nous nous donnons suffisamment de temps. Pour nous, aucune minute que nous avons devant nous ne sera perdue. C'est pourquoi cette venue cette année, parce que nous avons davantage à découvrir. Jacques, lorsque vous vous retrouvez dans une contrée de ce pays, vous arrivez en moto. La moto que vous avez eue à prendre vous-même pour traverser les marigots, les gens réalisent la détermination. Les gens réalisent, n'est-ce pas, l'importance que vous leur accordez. Parce que nous, pays où, en fait, un fonctionnaire qui est affecté en dehors de Conakry, en dehors donc de Grand Conakry, il est oublié. Mais la réalité, ce n'est pas le fonctionnaire qu'on oublie, c'est les populations qui sont servies par ce fonctionnaire qui sont oubliées. Donc, lorsqu'ils voient les gens prendre tous les risques, parce qu'on n'a pas de route, même dans la voie à risque, à plus forte raison, emprunter une moto. Ils réalisent la détermination et ils vous écoutent avec la plus grande attention. Mais justement, docteur Fayamine Mono, qu'est-ce que vous allez faire pour maintenir toujours le contact avec ces populations afin que pendant les élections à venir, ils puissent vous renvoyer un peu l'ascenseur? D'abord, nous avons mis en place des structures de suivi. Au moment même où nous parlons, le bureau exécutif continue d'installer, n'est-ce pas, ces organes de suivi à Conakry, comme au niveau régional, comme au niveau local. Et donc, il y a des centres, n'est-ce pas, d'appel qui sont en train d'être mis en place au siège du parti pour que toutes les semaines, il y ait des responsables du parti, des militants du parti qui passent pour rester en contact avec les militants, les responsables à la base. Ici même, en Amérique du Nord, parce qu'on sait que lorsqu'on a un Guinéen ici, en Amérique du Nord, qui décide de militer dans le BL, à travers lui, on peut avoir l'adhésion de centaines de personnes à Conakry, voire des milliers de personnes à l'intérieur. Depuis que je suis arrivé, j'ai fait beaucoup de conférences calls avec les gens de Conakry, les gens de Koya, de Kindia, de beaucoup de partis de la Guinée, à travers les responsables, les militants et les sympathisants que nous avons ici. Donc, nous sommes en train de mettre en place un dispositif de suivi qui fera en sorte que nous ne perdions plus le contact avec les Guinéens. Nous avons d'autres dispositifs dont je ne vais pas parler parce qu'après tout, la politique, c'est aussi un jeu de boxe. Et quand vous êtes sur le ring avec un bon boxeur comme Mohamed Ali,
La seule chose qui vous fait gagner, c'est lorsque vous réussissez à mettre KO votre adversaire. Et pour mettre votre adversaire au KO, il faut le surprendre. Parce que s'il voit le coup venir, soit il va le bloquer ou il va le feinter. Mais si il ne voit pas le coup venir et ça vient avec toute la force comme les 2 bombes sont tombées sur le Japon, eh bien, quelle que soit la taille de l'éléphant qui peut tomber. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Et donc, permettez que je n'élabore pas trop sur les quelques stratégies que nous sommes en train de mettre sur pied. Comme le coup de Hitler en France, c'est bien ça, la grande surprise, voilà. D'accord, vous n'avez parfaitement compris, docteur. Alors, j'aurais d'autres questions tout à l'heure, mais pour nos frères du panel, le premier segment, c'est concernant le bloc libéral. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions concernant le bloc libéral avant donc de parler donc de la transition. Concernant uniquement le bloc libéral, alors je vais me tourner du côté de mon ami et frère de Radio Bascotte, Léo Bangoura. Est-ce que vous avez déjà une question concernant le parti, le bloc libéral? Non, je n'ai pas de questions par rapport au parti. Je sais que Dr. Faye est un politique averti. Comme il le disait, il a 10 ans d'expérience. C'est l'un des politiciens sur lequel je comptais beaucoup et je continue à compter sur lui. Mais je n'ai pas de questions par rapport au parti puisqu'il a fait une introduction très brillante par rapport à la nouvelle résolution du parti. Mais j'ai des questions pour lui par rapport à cette transition, Jacques. Merci, docteur. Du côté d'Allemagne, une question concernant la transition, concernant le bloc libéral. Monsieur Camara, j'espère que vous n'êtes pas muet, monsieur Camara. Il a peur, Jacques, il a peur, c'est un camarade. Alors, Ibra, allez-y. Jacques, peut-être pas de questions. Bonsoir, Dr. Faye. Je crois que Dr. Faye a parlé tout à l'heure en fait, le nombre multiplicateur dans le contexte guinéen. En politique, je ne sais pas, mais en agriculture, il est prouvé que chaque leader d'opinion que vous contractez influence autour de lui 7 autres personnes. Donc, je pense que sur cette base-là, il peut essayer de faire les différents calculs. Ma question peut-être à Dr. Faye, ça serait de savoir, puisqu'il a été en contact direct avec la vraie Guinée, quel est le discours qui marche? Est-ce qu'il a eu des adhésions, des promesses d'adhésion? Si oui, quelle a été la recette? Est-ce que les gens sont ouverts à un discours convaincant ou est-ce qu'il faut du matériel pour les embarquer au bord d'une aventure politique? Ça m'intéresserait, Jacques. Alors, en somme, docteur Faye, quelles sont donc les attentes des populations que vous avez pratiquées et fréquentées? Plus que cela, est-ce que c'est des gens qui sont ouverts au discours politique, c'est-à-dire vous tenez un meeting, tout de suite vous avez des adhésions, les gens sont convaincus par votre argumentaire, ou est-ce que, bon, il faut des sacs de riz, il faut des bœufs pour qu'ils se convertissent en politiciens du bloc libéral, Jacques? Voilà, effectivement. Non, Ibra, je crois que d'abord, aucun Guinéen n'attend un bœuf du bloc libéral, ni d'argent, parce qu'on n'a pas l'habitude de donner, et ce n'est pas aujourd'hui ni demain que nous allons commencer, n'est-ce pas, à le faire. Mais ce que nous avons découvert, Jacques, c'est que ce qu'on vit à Conakry, c'est complètement différent de ce que les gens pensent à l'intérieur du pays. Complètement différent. C'est des gens qui sont confrontés à des problèmes réels. Vous trouvez un collège, tout un collège, avec un seul enseignant titulaire. Tous les autres, c'est des contractuels. Vous trouvez un centre de santé, dirigé même par un stagiaire. Entendez stagiaire en Guinée, quand on dit que vous êtes stagiaire, c'est comme une carrière. Alors que si
la compréhension qu'on peut avoir du stage, c'est vraiment l'occasion que vous avez de rentrer en contact avec le monde professionnel, hein, pour mettre à l'épreuve les connaissances théoriques que vous venez d'apprendre. Mais dans le domaine de la santé en Guinée, il y a des gens qui sont stagiaires depuis 15 ans, depuis 10 ans. Les routes n'en parlons pas. Et donc, le discours que les gens produisent à l'intérieur du pays, c'est complètement différent de ce que nous entendons à Conakry ou sur les réseaux sociaux. Je vous donne l'exemple, quand je suis arrivé dans une sous-préfecture de Beila qu'on appelle Koumandou. J'ai écouté un vieux. Il m'a dit, je me demande ce que la Guinée est en train de devenir. Parce que quand même, quand nous étions sous la colonisation française, dans les écoles de l'AOF, les Guinéens n'étaient pas les plus bêtes. Mais aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que devient notre élite. Il me dit, ici, Koumandou, nous sommes à moins de 25 km de la Côte d'Ivoire. Si je tombe malade ici, ma peur, c'est comment je vais traverser les 25 km pour me retrouver à la frontière. Le moment était propice pour engager une véritable, de véritables discussions avec les Guinéens. Parce que on avait la possibilité de poser la question aux Guinéens. Ceux qui en font de la politique une affaire d'argent, on a demandé aux gens, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui viennent vous donner de l'argent? Ils disent non. J'ai dit, mais hier on vous en donnait. On dit oui, oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui les gens ne vous donnent pas? On a dit que parce que ceux qui avaient la possibilité de prendre ne prennent plus. Donc les Guinéens savent d'où vient l'argent qu'on est en train de leur distribuer. Mais il faut faire très attention quand on va aujourd'hui à l'intérieur. Ce qu'on avait prédit de l'échec sur certains aspects de professeur Alpha Condé, ça se vit à l'intérieur du pays. Il ne faut plus aller avec un discours et penser que tout de suite, il suffit que vous aligniez bien les mots des phrases pour que les gens adhèrent. Non, parce qu'ils sont prêts à vous dire ce que vous dites là. Alpha aussi disait ça. Alpha aussi disait ça. C'est là que le maire m'a dit, il m'a dit, on a tellement menti aux Guinéens au nom des partis politiques qu'au dernier moment, nous avons écrit. C'est moi qui ai demandé aux maires des sous-préfectures qui sont aux choses proches de Koumandou. Nous avons écrit à Alpha Condé de nous dire qu'est-ce qu'on pouvait encore dire aux Guinéens. Parce que tout a été dit, mais ça n'a pas été fait. Tout a été dit, mais ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il faut encore? Donc, c'est extrêmement important que l'on tienne compte de ça. Les Guinéens ont été désabusés par les politiques. Hein. On est venu avec des discours. Nous ne pensons pas que les gens ont oublié ces discours-là. Mais le moment est bon pour ouvrir l'esprit des gens. Parce que l'ethnocentrisme qu'on a vendu aux Guinéens, on se rend compte qu'en utilisant une certaine pédagogie, eh bien, on peut faire penser autre chose aux Guinéens. Parce que quand je pose, j'étais de passage à Farana, j'ai fait mes études à Farana. Je dis, mais Sékou Touré, c'était le fils de Farana. Il y a des choses qu'il a réussi, il y a d'autres qu'il n'a pas réussi. Je crois que pour ce que Sékou n'a pas réussi, ce n'est pas seulement Kindia ou l'abbé ou Kankan qui souffre, c'est aussi Farana. Ça veut donc dire que le prochain leader, si nous voulons vraiment changer, comme Albert Einstein dit, la folie, c'est quand on fait la même chose tout le temps
et on s'attend à un résultat différent. Je crois que le terrain, quoique difficile, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est difficile. Les Guinéens sont devenus de plus en plus exigeants. En fait, quand ils vous écoutent, attendez-vous à des questions. Attendez-vous à des questions. Et c'est ce qui donne l'espoir, en fait. Parce que si la première question, ce n'est pas pour vous demander qu'est-ce que vous nous avez apporté, mais qu'est-ce que vous allez faire? Nous n'avons pas de route. C'est bien que vous soyez venus jusqu'ici. Vous savez donc que nous produisons ici. Nous avons bien envie de valoriser nos choses, nos énergies. Mais comment accéder à des centres de consommation pour avoir une valeur ajoutée sur nos productions? Et ça existe. La Guinée, après tout, c'est un scandale agricole. Le jour que je suis arrivé à Senko, les sacs que j'ai vus, ce n'est pas des choses qui sont venues d'ailleurs, hein, produits là-bas. Mais la question qu'il faut se demander, comment peut-il sortir ça de Senko? Soit pour Beila, pour Kirwani, pour Kankan. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et la lecture même que les gens font de ce qui se fait actuellement en Guinée, elle est différente. Elle est différente quand on voit les réseaux sociaux, Conakry, et ce qui se fait à l'intérieur. Les autres là-bas, ils ont d'autres préoccupations. Et je vous assure qu'il y aura des surprises, et de grandes surprises la prochaine fois. D'accord. Des surprises et des grandes surprises la prochaine fois. Alors, je ne sais pas si Abdoulaye Bari, hein, depuis la Caroline du Sud, vous avez une question concernant le Bloc libéral pour notre invité de ce soir. Déjà, Manga au Sud maintenant. Ah bon, Caroline du Nord. Bon, voilà. Ok, je bouge. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Dr. Foya. Deux ou trois questions, mais je vais un peu rebondir sur les propos que vous venez juste de tenir. Est-ce que vous êtes vraiment sûr, Dr. Foya, que ce discours dont vous faites passer au niveau de la population, est-ce que ce discours passe? Parce que, est-ce que d'abord vous êtes réellement conscient que la politique, elle est vraiment très ethnique en Guinée, Dr. Faya? Ça c'est ma première question. Est-ce que ce discours réellement passe encore, vu que ces anciens, actuellement, ils ont des petits problèmes avec le colonel, la justice, disons en général. Et si ceux-ci reviennent au niveau de la scène politique, est-ce que le même discours va réellement encore résister? M. Barry, je peux vous dire que ça ne sera pas un jeu facile. L'ethnocentrisme, c'est présent dans la politique guinéenne depuis tellement longtemps que ça ne quittera pas du jour au lendemain. Mais c'est un devoir que nous avons tous, n'est-ce pas, vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis des futures générations, de travailler à y mettre fin. Nous savons que l'ethnocentrisme bat son plein en politique. Et nous savons aussi que tant que le choix des dirigeants de ce pays ne sera fondé que sur l'ethnie, nous avons encore des décennies devant nous à tourner en rond. Alors, moi, le pari que je me fais, c'est de dire, nous avons tous devoir de travailler pour que le facteur ethnique ait moins d'influence sur le choix des gens. Mais le souhaiter et le réussir font deux. C'est pourquoi je réalise personnellement l'immensité du défi à relever. Et donc, je peux vous dire que lorsque tout le monde va se mettre en mouvement, il
il est clair que les réflexes vont revenir. Mais notre souhait, c'est effectivement de faire en sorte que les mêmes réflexes ne reviennent pas pour que de plus en plus de Guinéens, n'est-ce pas, pensent que c'est en prêtant attention à ce que la personne a à offrir, n'est-ce pas, en termes de projet de société, en termes de vision, hein, que nous pouvons faire un meilleur choix pour le pays. Sinon, je suis d'accord avec vous que le facteur ethnique, il est présent. Et ce qui est dangereux, c'est que de plus en plus même, le facteur religieux vient se mêler par endroits. Justement, j'allais rebondir sur le facteur religieux, mais après, quand j'aurai l'opportunité de poser ma deuxième question, comme nous sommes sur le cas du bloc libéral. Maintenant, concernant le bloc libéral, est-ce que aujourd'hui vous êtes en mesure de nous dire exactement, disons pas exactement, mais donner quelques chiffres, c'est-à-dire disons un intervalle de militants que vous avez, et encore, est-ce que vous pouvez évaluer au niveau de quelle région le bloc libéral est beaucoup plus implanté? Pourquoi je le dis? Parce que moi, je crois beaucoup aux données. Quand vous utilisez des données, vous savez réellement où vous allez. Parce qu'il faudra aller chercher vos électeurs, mais aussi des personnes qui peuvent, à un moment ou à un autre, voter pour le bloc libéral. Est-ce que actuellement vous êtes en mesure de nous dire cela, ou bien dans les 2 ou 3 mois à venir ou avant les élections locales, vous serez en mesure aujourd'hui de connaître exactement combien vous pouvez avoir lors de l'élection présidentielle, ou bien quel est le pourcentage de militants qui pourraient balancer? Est-ce que vous avez fait une réflexion par rapport à ça? Nous sommes en train de le faire. Peut-être que je ne serai pas en mesure de vous dire exactement, ou même par estimation, le pourcentage de ceux qui vont faire comme choix le bloc libéral à travers ses candidats aux prochaines élections. Mais je peux vous dire que nous mesurons notre chance de gagner dans certaines parties de la Guinée en tenant compte du niveau, n'est-ce pas, de ramification du parti dans ces endroits-là. Et je peux vous dire que de Farana à Beila, c'est aujourd'hui l'endroit qu'on peut considérer la zone 1 du bloc libéral. La zone 2 du bloc libéral, c'est la Haute-Guinée. La zone 2 du bloc libéral. La 3, c'est la Basse-Côte, et le Fouta est la 4e zone. Ok, intéressant. Je vais donner la chance aussi aux autres de poser des questions aussi, pour ne pas monopoliser la parole. Alors, je ne sais pas si au niveau du bloc libéral, quelqu'un a déjà une question. Si vous n'avez pas de questions, on passe au deuxième segment. Je ne sais pas si Ousmane, Lamine Condé, vous avez déjà des questions concernant le bloc libéral. Si ce n'est pas le cas, on passe au deuxième segment qui me paraît beaucoup plus, qui va attirer beaucoup plus de questions. C'est ce que j'allais dire. Alors, le deuxième segment, c'est surtout au niveau donc, de la transition. Alors, docteur Fayamil Mono, nous avons suivi... Allô, Jacques? Oui. Allô, Jacques? Je vous écoute, Ousmane. Avez-vous une question concernant le bloc libéral? Allez-y. Oui, j'ai une question là. Merci pour le débat. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Dr Fayamil Mono. Comment vous vous portez? Sur le plan sanitaire, je remercie Dieu. Dieu merci. Et la famille? Et j'ai perdu un peu de poids aussi après avoir circulé en moto dans beaucoup de localités du pays. Ok. Et la famille, tout le monde se porte bien? On va aller un peu rapidement. Oui, la famille. Pas assez de temps, Ousmane, hein. La famille se porte très bien. J'ai maintenant au moins 4 petits-enfants. Ok, ça c'est bien. Docteur, moi je vais vous poser une question. Pourquoi vous faites de la politique et comment vous avez
fait pour prendre cette décision de faire de la politique? Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Docteur, je crois que vous avez répondu à plusieurs fois à cette question. Ousmane était peut-être absent. Voilà. Alors, il faut rappeler simplement les grandes lignes pour dire, en fait, nous sommes en retard aujourd'hui. La Guinée est en retard aujourd'hui. La population guinéenne est presque à moitié incapable d'avoir $1 par jour parce que c'est la gouvernance qui a échoué, qui a fait échouer notre pays. Donc, on peut dire c'est les politiques. Je me suis dit qu'il faut une autre catégorie de politique pour changer cette réalité. Et donc, ce n'est pas en restant à des choses assis, en critiquant, mais en s'impliquant. Nous avons observé pendant très longtemps la façon dont nos aînés ont fait la politique, etc., etc. Ceux qui ont gouverné, la façon dont ils ont gouverné, nous avons tiré les leçons de cela. Et je crois que en s'impliquant, nous pensons pouvoir faire mieux. C'est ce qui nous a amenés vers la politique, brièvement. Voilà, merci beaucoup, Dr Fayamino. Alors, passons donc à la transition. Lamine Condé, si vous avez une question, vous allez la poser tout à l'heure. Au moins, vous allez avoir la possibilité de poser des questions concernant la transition. Je sais qu'il y aura, nous allons passer beaucoup plus de temps. Alors, Dr Fayamino, en écoutant l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, officiellement, la transition a commencé donc le 1er janvier 2023. Alors, donc on se base sur le calendrier de 24 mois, ce qui veut dire que normalement, on devait donc aller aux élections en janvier 2025. Alors, Dr Fayamino, est-ce que vous pensez que les élections 2025, est-ce que vous y croyez? En d'autres termes, Dr Fayamino, cela va nous permettre donc de parler du bilan du CNRD concernant donc cette transition. Est-ce que vous le trouvez encourageant ou catastrophique? Jacques, je crois que comme l'ambassadeur l'a dit, nous avons commencé effectivement la mise en œuvre du chronogramme des 24 mois le mois de janvier passé. Et donc, nous venons d'entamer le 2e mois. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire